Bien, bonjour tout le monde. Voici la correction de l'examen en fait chimie de la session de juillet 2021. Donc, l'examen de chimie, il y a quoi? Eh ben, il y a, comme les autres, 15 questions que moi je les qualifie comme, allez, bien reparties sur toute la matière, ça c'est certes. On en a plus ou moins une ou deux questions par partie. Donc, mais ça reste faisable en tout cas si on est déjà entraîné par ce type de questions, c'est-à-dire via les anciens examens, parce que leur méthode pour moi n'y varie pas trop, mais leur type de questions surtout non plus. Du coup, s'entraîner avec ce type de questions, c'est méga, méga important, en tout cas pour la réussite de l'examen. Alors, pour la première question, qu'est-ce qu'on nous demande? En fait, ici, on nous demande, sachant que la masse volumique, ben, si vous prenez l'examen, je pense 2019 ou 2020, c'est la même question au début, donc c'est presque. Donc la masse volumique, sachant que c'est M sur V, et du coup, on a la masse, il demande le volume, ben, M est égal à ρ fois V. Donc, il faut faire attention parce qu'il donne la masse en hectogrammes. Donc là, ce sera 19,3 fois nous on cherche quel volume, pardon. Nous on cherche quel volume, donc ce qu'il faut, oups, ça dépend. Alors, V est égal à M sur ρ. Et donc, tout simplement ici, ben, on a la masse, il faut multiplier fois 100 parce que c'est vrai que du gramme en gramme, il y a un rapport de 100 et 19,3. Donc, quand on fait ce calcul, donc on a 732 sur 19,3. Comment vous faites ce genre de calcul par rapport à ça? Quand vous faites ce genre de calcul, donc il y a un rapport de combien? Bah, il y a toute une série de méthodes là-dedans. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est que je vire la virgule en dessous. Et donc après j'essaye de retrouver un rapport entre le deux, ce que je fais généralement, et puis je réintègre. Donc ici, si vous faites ça, vous testez un rapport de 2, un rapport 3, un rapport 4, un rapport 5. Là, si vous regardez ici, un rapport de 4, bien sûr, il faut tenter les calculs. Donc ça va faire 4 avec le 0,1, donc ça fait 40. Ok, donc là, ici, la réponse est directement faite en grammes par millilitre. Donc, c'est centimètre cube, c'est un millilitre. Donc, on a ici la réponse 40. Bien. La famille, donc parmi les éléments suivants, lesquels est un métal de transition, ben, tout simplement ici, ben, les métaux de transition, donc c'est la famille entre le 2. Donc, on a ici le tableau périodique. Et donc, tableau périodique, ici, vous êtes dans la zone des métaux de transition, Alors, le famille, c'est bien important de les connaître. Donc, ici, il y a les alcalins, alcalino-terreux. Il y a la famille des terreux. Et puis, il y a le carbone, bah, carbonide. Puis, N, c'est azotide, l'azote. L'oxygène, il y a l'oxygène, et juste en dessous, c'est le soufre, donc sulfuride. Et puis, les halogènes. Et puis, on a les gaz rares ou les gaz nobles. Donc là, ici, le métal de fer, vous avez le tableau dans l'annexe. Donc, tout simplement, le métal de transition, c'est bien le fer. Alors, la suite. Donc, le 3. On a ici cette forme de molécules toujours données, ils sont experts là-dedans, avec les molécules hydratées. Donc, une molécule hydratée, c'est une molécule qui contient l'eau. Donc, elle reste solide, mais c'est toujours hydraté parce qu'on inclut des molécules d'eau dans le solide, mais on l'hydrate, mais les substances restent solides. Et on vous donne ici, donc, ça s'appelle les sels de mort. Là, il dit pour une mole, on a la masse Vossa. Très bien, donc généralement, si on vous demande d'identifier quelque chose, passez à la masse molaire. On sait que le nombre de moles est égal à M sur grand M, donc, et le grand M ici est égal à M sur petit n. On a tout simplement pour une mole, donc on a 5, donc ça fait 392 grammes par mole. Bien, ce qui marche ici, on soustrait, on connaît tout. Et si on arrive en fait à combien de molécules d'eau, donc si on trouve la masse qui correspond aux X molécules d'eau, ben, on pourra identifier les X. Alors, donc, 92 moins ça. Donc, cette partie ici, donc vous avez quoi? Donc, 14 plus 4, ça fait 18. Ben, 18 moins 2, 18 fois 2. Donc
Donc là, on obtient 356. Alors, et après, on enlève un atome de fer, 56, ce qui fait 300. Et puis, on enlève les SO4. SO4 fois 2. Donc là, vous avez en fait 90, 96 fois 2. Donc, 96 fois 2. Donc, on tombe à 108. Donc, le 108 ici, donc ça correspond au X. Donc là, vous divisez par 18 parce qu'il y a X fois molécule d'eau. On obtient X égale à, il y a un rapport ici, si vous faites fois 6, 48, donc il y a un rapport 208. Donc X égale à 6. Donc moi, je vous conseille à revenir, c'est l'examen 2020, l'examen 19. Il y a chaque fois une question sur la molécule hydratée. Donc ça, c'est très, très bien. Il faut vraiment vous les maîtriser sur des molécules. Alors, la question 3, une question très classique, une question pas compliquée. Il nous donne en fait la concentration d'ion calcium, Ca2+, et le phosphate, hydrogénophosphate, donc il y a H, donc l'hydrogénocarbonate. La nomenclature, ça peut être une contrainte si vous n'êtes pas très à l'aise, donc il faut faire attention. Donc là, c'est les carbonates CCO3, et quand il perd et gagne un H, il devient HCO3, hydrogénocarbonate. Il donne la concentration en grammes par milligramme par litre. Il faut demander la concentration en mol par litre. Très simple, en fait, c'est si on a les grammes par litre, pour passer la concentration molaire mol par litre, on divise en fait par la masse molaire. Ici, on revient, on multiplie fois la masse molaire. Donc, pour la première, pour le calcium, c'est de plus. Donc, on a 90. On peut garder 90 pour le moment, ça ne dérange pas. Donc, on peut garder la note plus simple au niveau des calculs. Vous voyez, donc si vous mettez grammes, faites attention, les milligrammes, ça pose problème. Ils l'ont même mis comme piège ici. Donc, il faut diviser par la masse molaire des calcium. Donc, c'est 40. Ce sera 90 divisé par 40. Ça, comment faire? Ben, on peut aussi faire 9 sur 2. 9 sur 2, on a en fait 2,2, 2,25. Donc, 2,25. Il ne faut pas oublier non plus le milligramme, donc 10-3. Comment j'ai tout de suite, si c'est 2,25, ben en fait, il y a un rapport de 2, puis je vois partout, il a mis 2,25, 2,25, donc je me dis, ben, il faut que ça soit ça, quoi. Et alors, hydrogénocarbonate, donc là, il y en a 122, donc on divise 122 par la masse molaire, donc on a la masse molaire de ça, 1, 12, 3 fois 16, et donc là, on obtient une masse molaire 61. Donc, on obtient 2, un rapport de 2, 10 moins 3. Okay? Donc, petite formule, un petit calcul, et on a tout de suite la réponse. Donc, ici, la réponse est la 2. On a un acide et on veut préparer une solution. Donc, on a préparé une solution 1, une première solution. Donc, on fait une simple dilution ici. Donc, c'est 1V1 et c'est 2V2. Donc, ce qu'on fait, ben, généralement, on va faire une petite dilution. Donc, on y ajoute de l'eau. Donc, il faut connaître tout, en fait. Il faut tout connaître. Ici, on cherche le volume pour préparer 0,2 mol par litre et à une concentration de 2,5 mol par litre. Okay? Ce qui fait qu'il faut connaître cette concentration. Mais est-ce qu'il nous donne des infos? Oui, il nous donne certaines informations. Alors, à partir de la masse volumique et le pourcentage, c'est assez pour calculer la concentration. Et ce sera toujours la même chose. Donc, là, c'est pour 2 grammes par millilitre. Donc, si je prends une solution, il y a 2 grammes par millilitre. Donc, si je prends, donc ça veut dire que c'est dans le 2 grammes, j'en ai combien? Ben, les 98. Donc 2 grammes par millilitre. En fait, je prends simplement les 90%. Donc, fois 90%, ben, un petit calcul ici, 96 grammes par millilitre. Donc là, c'est notre produit dans la solution, c'est 1,1 g par millilitre. Et donc, vous le mettez simplement, il faut que ça soit en mol par litre, comme ici. Donc, c'est mol par litre. On fait comment? Ben, on divise par la masse molaire de ça. Alors, la masse molaire de quoi? L'acide sulfurique. J'avoue, cette année, il n'a pas été très gentil avec vous, parce que d'habitude, il propose le nom plutôt scientifique, pas le nom commercial. Ça veut dire que l'acide sulfurique, c'est le sulfate d'hydrogène. Donc, il y en a, c'est dommage,
Mais voilà, donc malheureusement, si on ne le connaît pas, le nom commercial par rapport au nom scientifique, avec la règle, sulfate d'hydrogène, phosphate d'hydrogène, là, il faut comme espérer en tout cas qu'il ne le mettra plus, ce genre de nom. Il met directement le nom qu'on pourra le retrouver par nous-mêmes à partir de la règle. Donc là, c'est 98 grammes par mol. On divise ça par ça. Donc, comme vous voyez ici, 19. Donc, 1,96 divisé par 98, ben, on a un petit rapport si vous avez un peu de patience. Donc, si je les donne tout de suite, les calculs, mais bien sûr, facile à détailler. 0,02. Donc, on a à partir de ces informations-là la masse molaire, donc mol par litre, et donc après, il reste simplement à faire C1V1 est égal à CO2 V2. Ben, grâce à ça, on a tout de suite V2, donc est égal à C1 V1 sur V2. Et ici, ben, 0,2 fois 2,5 divisé par 0,02. On fait ce calcul, il y a 2 fois 25 sur 2. Et donc, avec ça, on a un volume de 25 millilitres. Parce que les deux vont simplifier. OK? Donc, si vous avez le pourcentage et la masse volumique, on fait ça donc, pour trouver la concentration. Et puis, on fait une dilution. Vous n'oubliez pas, c'est 1V1 est égal à C2, V2. Alors, la question 5, ça va, c'est de la théorie. Ils étaient un peu gentils. Alors, il dit trois propositions, lesquelles est correcte. Alors, le volume molaire d'un gaz est égal à 22,4, c'est vrai, mais pas dans les conditions standards, c'est plutôt dans les conditions, qu'on appelle ça normales. Okay? Donc, dans les conditions normales, parce que dans les conditions standards, donc CNTP, donc c'est 22,4, et c'est STP, donc c'est 24,5. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 1 mol de gaz vaut 22,4 litres. Donc d'ailleurs, pensez toujours à ça pour les gaz. Vous n'allez jamais utiliser PV de GaN-RT pour faire un calcul sans calculette, c'est compliqué. Donc il va toujours vous donner en fait, dans tous les examens jusqu'à maintenant, ils utilisent des conditions normales, donc ça va avec ça. Donc on convertit le mol en litre ou en litre en mol. Un gaz parfait est un modèle qui décrit le comportement idéal vers lequel tend un gaz réel. C'est vrai. Donc, en fait, un gaz parfait, donc PV de GaN-RT. Donc, c'est quoi, en gros, les gaz réels? Les gaz, ils sont en interaction. Il y a des interactions, ils se codent. Alors, quand un gaz parfait, l'idée, c'est qu'on néglige toutes les interactions, pas d'interaction entre les gaz. Et cette formule, elle néglige en fait toutes les interactions, ce qui fait pour rendre en fait les gaz parfaits. Donc, elle est correcte. Dans les conditions isothermes, l'augmentation du volume, c'est-à-dire température constante, l'augmentation du volume d'un gaz traduit par la diminution de pression. Certes, si on a ici un milieu et puis on augmente, donc on ne change pas la température, mais on augmente le volume, il y a moins de pression. On peut aussi le prouver avec ça, parce que P est égal à N ter CV. Donc, si vous augmentez le volume, la pression diminue. Donc, on a deux propositions qui sont correctes, la proposition 1 et la proposition 2. Alors, la 7 est gentille encore comme question, c'est quand même très faisable cette question. On a un atome de fer, ils aiment bien les fer ici, donc dans le fer, il y a 26 électrons. Donc, vous avez le table donc, à disposition, donc Z égale à 26. Et donc, 3 plus, ça veut dire on a enlevé 3 électrons. OK, donc là, on a enlevé 3 électrons, ça fait 23. La question 8, tableau périodique. Et donc ici, on joue énormément sur ça. Donc, j'explique moi souvent à mes étudiants et je dis tout simplement utiliser cette règle-là. De bas, dans le tableau périodique, de bas vers le haut et de gauche à droite, les rayons d'un atome diminuent, l'électronégativité augmente, okay? L'énergie d'ionisation augmente. L'énergie qu'il faut pour arracher un électron. Donc là, ici, ça veut dire quoi? Si je veux comparer deux atomes, nickel, on a le tableau, donc tout simplement, il faut appliquer. Nickel est ici.
Alors, le nickel supérieur au platine, ben, le nickel et le platine qui se retrouvent tout en bas, donc le platine et le nickel, ben, le rayon atomique du nickel est supérieur. Ben non, parce que plus on va de bas vers le haut, on a dit que le rayon diminue. Donc, ça est fausse. Le chlore est plus électronégatif de l'iode. Donc là, le chlore ici, l'iode est là. Oui, on va de bas vers le haut, l'électronégativité augmente. C'est correct. Le rayon atomique du fluor est supérieur à celui du chlore. Donc le fluor ici, le rayon de fluor est supérieur. Non, parce qu'on a dit, plus on augmente, plus il diminue les rayons. Et le sodium présente les mêmes électronégativités du chlore. Non, parce que le sodium est ici, est tout à fait à droite, donc ça ne va pas. Okay? Pensez à ces changements. Et là aussi, c'est toujours présent cette question. Toujours, elle est toujours présente dans les examens, donc vous ne la ratez pas. Gardez ça à l'esprit. Alors, les isotopes ici, la définition des isotopes, c'est quoi? Ben, ils ont même A, même masse atomique. Non, pardon. Même Z, numéro atomique, mais A, différents A. Donc, on regarde ici. Le premier, il a un A30, 30, 31. Donc, ben, on regarde le 1, il a 30. Et sa Z, c'est 15. Et sa Z, c'est 15. Donc, ils ont le même Z, mais ils n'ont pas le même A. Du coup, ils sont tous les deux isotopes. Alors, les isotopes, généralement, vous allez voir que quand on vous donne des isotopes, il y a une formule que j'en profite pour vous le donner. Le pourcentage des isotopes, supposons ici, son pourcentage, ça c'est 1, ce pourcentage ici, c'est 2, et la somme de 2, pourcentage 1 plus pourcentage 2, est égal à 100%. Si on vous donne un de deux pourcentages, vous trouvez le deuxième. Et puis, la masse des premiers fois son pourcentage, 1. La masse de deuxième fois son pourcentage 2, ça donne la masse moyenne que vous le retrouvez dans le tableau. Parce qu'en fait, ce qu'on trouve dans le tableau périodique, c'est la masse moyenne. Donc, ce qu'on peut vous demander ici, c'est trouver A1 ou trouver A2, parce que ça, vous l'aurez toujours dans le tableau périodique. Ça va? Donc, si vous avez les pourcentages et vous avez par exemple A de 2 masses, on vous demande l'autre grâce à cette formule. Donc, vous sortez tous les examens, on le demande aussi les isotopes. Donc, vous retrouvez A de 2. Alors, la question 10, lorsqu'on mélange une solution aqueuse des permanganate de potassium, donc là, la formule des permanganate de potassium, c'est KMnO4. Avec l'iodure de potassium, c'est une très chouette expérience, en présence de chlorure d'hydrogène, et donc on produit de MnCl2 et d'iode. Bien sûr, ici, il vous demande d'équilibrer, mais si vous tentez l'équilibrer directement, ça va être très dur. Pourquoi? Parce que malheureusement, c'est une redox. Ici, c'est la première fois qu'il propose une redox comme ça. Alors, comment vous avez vu que c'est une redox? Soit vous associez le réactif, le produit, et vous regardez le nombre d'oxydations chaque fois, et vous dites « Ah, ça ne change pas ». Ou donc, ici, je vais l'écrire, KMnO4 plus KI plus HCl donne MnCl2 plus I2. Donc, moi, quand je vois ça, je dis, ah, j'essaie de pondérer, ah, les I, il est valent, nombre d'oxydation 0, moins 1, là, c'est 0. Là, le nombre d'oxydation des Mn, c'est plus 7. Ah, là, c'est Mn, c'est plus 2. Donc, il y a un changement. Donc, tout de suite, j'ai les dés de la pondération, que ce soit vraiment en fait une pondération redox. Donc, j'aime bien sûr, si vous êtes calé un peu en redox, normalement, vous devrez quand même penser à éliminer le spectateur. Alors, le spectateur ici, ben, j'enlève K et j'enlève Cl qui ne jouent aucun rôle dans l'expérience, dans l'équation, parce que leur nombre ne change pas, et donc ils sont spectateurs. On va pondérer redox. Comment pondérer redox? Ben, la première chose, c'est les atomes. Et puis, s'il manque de O, on ajoute H2O. Donc là, on ajoute 4 H2O. Et s'il manque de H, on y ajoute DH+, 8H+. Et puis, on va pondérer la charge. Il y en a 2 plus, il y en a moins 1, I plus 8, ça fait plus 7. Donc, j'ajoute ici 5 électrons. Alors, le deuxième, je passe des I-, j'enlève les spectateurs. On peut laisser les spectateurs, mais c'est beaucoup plus simple comme ça. Fois 2, 2 électrons. C'est ça. Si vous êtes à l'aise en redox, normalement, tout ce que j'ai dit, vous voyez exactement de quoi je parle. On a 2 électrons et 5 et 2, ben, il faut multiplier ça fois 5 et ça fois 2 pour avoir 10 électrons pour pouvoir les simplifier. Alors,
l'équation, ça va donner 2MnO plus 16H plus 10I-. Ça donne côté réactif, côté produit maintenant 2 plus 8H2O plus 5D. Généralement, si vous êtes arrivé là, même sans les spectateurs, ça ne va pas changer les coefficients, on gardera le même coefficient, ça change juste qu'on place les spectateurs. Par exemple, on va prendre K, on le place là. On prend ciel, on le place là. On prend K, on le met là. Okay? Maintenant, on essaie de répondre. Ah, dans le membre de droite, on y ajoute 2 produits. C'est vrai. Donc, il y en a déjà 8. C'est vrai. Si tu dis du chlore du manganèse, 2, 1, non. Ben, en fait, le chlore, si vous le mettez là, ça sera 2. Donc, ce n'est pas ça. Il y a un échange de 12 électrons, non? On a 5 fois 2, ça fait 10 et 10. C'est les électrons qu'on a désimplifiés à la fin, en fait, 10. Le nombre d'oxydation d'éléments de manganèse dans le permanganate, si vous faites ça, alors c'est X plus 4, l'oxygène, c'est toujours moins 2, sauf dans l'eau oxygénée, est égal à moins 1. Donc, si vous faites ça, vous trouvez X égal à plus 7. David, il donne l'équation redox pondérée, mais cette fois-ci, il a décidé qu'il vous le pondérez par vous-même. Donc, ce n'est pas une question si simple à faire. Ici, vous n'êtes pas trop à l'aise. Moi, je vous conseille de ne pas perdre de temps à faire ce genre de questions. Mais il n'a jamais posé ce genre de questions. Il le donne chaque fois, en fait, toute prête l'équation. S'il le donne toute prête, il faut répondre. Maintenant, ici, c'est une question. Si vous n'êtes pas à l'aise, je vous conseille vivement de le laisser en dernier. Alors, la 11, donc là, ici, tac, 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 voilà, c'est une molécule organique. Par gentillesse, il les propose toujours comme ça, une molécule organique et les fonctions. Il n'y a que ça comme organique jusqu'à présent, donc restez attentif à ce genre de truc, connaître les fonctions par cœur. On a ici une fonction cétone, il faut connaître les fonctions par cœur. Alcool, même chose, cétone, alcool, alcool. Et donc, l'alcène, souvent on les compte, souvent on ne les compte pas. Dans l'examen, par exemple, de l'année passée, il dit qu'il y a une fonction alcène. Il y a 2 cétones et 3 alcools. Alors donc, il faut juste connaître les fonctions et savoir l'identifier. Bien. La 12 ici, parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte. Donc, on est en acide base. Donc, en acide base, savez-vous que les acides sont classés comme ça? Donc, plus on monte vers le haut, plus Ka est élevé, puis Ka est faible parce que l'acide est pKa, il y a un signe négatif. Donc, Ka est élevé, Kb est faible, pKb est élevé. Donc, c'est toujours l'opposé. Alors, plus pKa d'un acide est faible, c'est-à-dire on monte vers le haut, son Ka des bases faibles conjuguées élevées. Comment je peux répondre à ça? Donc, je peux même faciliter pour vous, en fait. Je prends, dans l'autre côté, j'ai dit, OK, le base va vers le bas. Kb augmente, puis Kb diminue. D'accord? Donc, on fait ici signe négatif. Donc, si je prends un acide ici, plus son pKa est faible, donc plus pKa d'un acide faible est grand, ça veut dire qu'on va vers le bas. Plus son Ka, plus sa Ka des bases faibles conjuguées est élevée. Donc, en fait, plus on descend vers le bas, c'est ça ce qu'il dit. En fait, si on va descendre vers le bas, pKa va augmenter, parce qu'elle diminue vers le haut, donc elle augmente vers le bas. Plus son Ka est élevé. Donc, on est tout de suite là. Un acide faible est d'autant plus fort que son pKa du couple acide-base conjugué élevé. Un acide est faible, donc est élevé. Donc, un acide faible est d'autant plus fort qu'ils sont. Donc, non, parce qu'en fait, c'est l'inverse. Donc, il est fort, donc ça veut dire pKa est diminué. Une base faible est d'autant plus fort que la constante de basicité associée au couple est élevée. Non, parce qu'il doit être en monte. Donc, si on veut, voilà, la base est très forte, du coup, Ka est élevé. Et alors, cette égalité, c'est pas ça, parce qu'on a ça fois ça, 10-14. Ici, on applique le logarithme, donc on aura la somme des deux est égale à 14, donc pas 7. OK.
Alors, la question 14, un petit problème stoichiométrique. Donc, on a 3FO plus 2A donne 3FE plus AL2O3. Alors là, ici, on a de masse 144 grammes. La pondération, elle est faite, donc c'est très gentil de sa part. OK, on passe tout de suite en mol, tout de suite. Donc là, on divise 144. Donc la masse, c'est 56, ici, ça fait 72. Donc on trouve 2 mols. Et là, c'est 27 divisé par 27, ça fait 1 mol. Là, c'est 0,0 mol. Après, on a 3, 2, 1. Donc là, il dit qu'on obtient à la fin 42 grammes. Alors, 42 grammes, si vous le divisez par la masse molaire de truc, donc vous allez avoir 42 divisé par 56. Il y a un rapport facile ici entre les deux. On divise par 2, puis on divise par 7, on obtient 3 quarts. Donc 0,75. Donc là, on a 0,75 mol. Alors, pour trouver le rendement, moi, je l'ai fait comment? Ben, la quantité formée sur la quantité théorique, max théorique, fois 100. Ça veut dire on a formé 0,75. On va voir maximum combien en fait on devrait former. Donc là, ici, vous regardez par rapport aux réactifs limitants. Alors, les réactifs limitants, c'est celui-là ou celui-là. Comment vous le faites? Je vous le conseille. Faites ça. C'est un nombre de moles sur sa propre coefficient. Ça fait 0,6. C'est un nombre de moles sur sa coefficient. Et alors, le plus petit rapport, c'est le réactif limitant. Donc, ça veut dire que c'est notre réactif limitant. Alors, le réactif limitant, ça veut dire si ce sera limitant, donc on va voir ici in mol, ils seront 0 à la fin. Donc, si on enlève D, on obtient 3. Donc là, ce sera 1 divisé par 2 fois 3. Donc, vous allez avoir en fait un rapport donc, de 1,5. Donc, ce sera la quantité max qu'on peut avoir des FE, c'est 3 demi, 3 tiers, 3 demi de AL. Donc, 3 demi fois 1, ça fait 1,5. Fois 100. Et donc, si on fait ce pourcentage-là, donc on obtient donc 50%. OK? Donc, un petit problème sur un truc comme ça, attendez ça comme ça, de ça. Alors, 14. Donc, je vais mettre ça A, B, comme ça je ne réécris pas tout. A donne B plus H2O plus CO2. L'avantage ici, il parle de KB. Donc, généralement, on ne met pas l'unité, mais ici, elle le met, ça ne dérange pas, mais ça montre bien qu'il y a 2 gaz seulement. Il y a des solides partout. Il faut savoir que le solide n'intervient pas. Ça, c'est très, très bien. Facile aussi. Donc, ça n'intervient pas. Là, c'est 0,0. Et puis, on sait qu'à l'équilibre, à la fin, le solide n'intervient pas. Là, n'intervient pas. On aura une certaine quantité X, une certaine quantité X. Bien sûr, on fait l'avancement ici, X et ATM. X et ATM. On fait l'avancement avec la pression parce qu'on parle des Kp. On a Kp, c'est la pression que la pression de H2O fois la pression de CO2. Il n'y a que du gaz. Donc, autrement dit, c'est X fois X. Yes. Ben, c'est X au carré, qui est égal à 0,25. D'accord. Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'il me demande la pression totale à l'équilibre. D'accord? La pression totale, c'est quoi en gros? Ben, c'est mes gaz à l'équilibre, tout ce que j'ai à l'équilibre. Je ne vais pas prendre le solide, je prends qui est le 2 gaz. Donc, c'est X plus X, ça l'équilibre. En gros, on doit trouver X. Mais comment on va trouver X? Ah ben, on vient de le faire. Eh bien, X, c'est racine carrée de 0,25. Donc, c'est 0,5. OK? Donc là, ça fait 1 atième. Comment j'en ai pensé que ça? Ben, en fait, tout simplement, je fais l'avancement. Pour l'équilibre, on fait toujours l'avancement, sauf si on vous donne les quantités à l'équilibre. Et là, quand vous avez un solide, fermez les yeux sur le solide. Et puis, que ce soit maintenant ou quand on fait avec Châtelier, pas de solide. Et puis, on fait l'avancement. Et quand on fait l'avancement, donc on y arrive à ça. OK? Donc, bien sûr, ici, la pression totale, c'est la somme de tout. Et on trouve la pression
A de 2 et ça sera en fait la pression totale à la fin. D'accord? Bien, toujours à l'équilibre. Donc, on a ici un système A égal à 2 plus B est égal à donne 3C. D'accord? Et puis, il a dessiné deux récipients avec un même volume et avec le nombre de moles de A et de B et en présentant une sphère blanche pour A, une sphère noire pour B. D'accord. Donc, je vais le réécrire ici, comme ça on le voit ensemble. Donc, A, c'est ça. B, c'est ça. Et C, c'est H, si je ne me trompe pas. Oui? Donc, A, c'est noir. B, H, oui. Alors, blanche, c'est A, noir, c'est B. Parfait, parfait. Et du coup, en fait, il faut qu'on exprime KC. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Il faut l'exprimer. Donc, c'est K, ça sera la concentration de C exposant 3, la concentration de A fois la concentration de B au carré. L'exposant, il n'y a pas de solide, donc ça va. Donc, on prend les quantités. Et on va venir ici dans chaque équilibre calculer, sachant qu'il nous dit que la constante d'équilibre qui est égale à 0,5. Ça, c'est la constante d'équilibre. Et en fait, on va faire le rapport dans chaque situation. J'en ai pensé à ça parce qu'il demande, ah bah tiens, est-ce que A à l'équilibre ou pas? En fait, il y a aussi cette question ailleurs, ça a été présenté presque comme ça. La seule information qu'on a, c'est simplement le nombre de boules. On ne sait rien faire d'autre. Donc, on fait la même chose. Donc, c'est H, donc c'est 3 exposant 3, divisé par A, c'est les blanches, fois le noir, il y en a 3, et donc exposant 2. Donc là, c'est fois ça, ben, j'ai simplifié, tac, tac, et donc là, 1,5. Et pour B, on a C, il y en a 2 exposant 3, et puis le blanche, c'est 2, et puis 4 exposant 2. Donc, ben, j'ai simplifié ça, ben, on aura 2, donc c'est 4 divisé par 8, non 4, donc là, il reste quoi là au-dessus? C'est 4 fois 4, c'est 16. Donc là, il y en a 2 et 8. 1, quatrième, c'est 0,25. Attends, ça veut dire quoi ça? Eh oui, tout simplement. Ça veut dire que ça est égal à ça. Donc B, c'est la même, on est à l'équilibre. Donc B est à l'équilibre, ça c'est bien. Et A, c'est beaucoup supérieur. Et la réaction cherche à aller vers l'équilibre. Donc pour aller vers l'équilibre, qu'est-ce qu'on doit faire? On va augmenter B à B ou augmenter C ou réduire C? Ben, on doit réduire les rapports. Pour réduire les rapports, on réduit le haut et on augmente le bas. Eh ben, on augmente le réactif. Ça veut dire qu'on doit aller vers le réactif, vers la gauche. Donc, B est à l'équilibre et évolue vers la gauche. Donc, ça fait la réponse 4. Voilà pour votre examen. Mon propre conseil pour vous, c'est quoi? C'est vraiment vous refaire tous les anciens examens de la même manière, cherchez un peu les questions, le regrouper par thème et vous allez voir qu'en fait, pour l'équilibre, l'acide base, redox, problème psychométrique, le même style revient. Du coup, maîtriser ces démarches et les connaître, c'est indispensable pour la réussite. Et bonne chance à tous.